Bonjour, content de vous retrouver pour notre émission L'a dit, l'a fait, l'a pas fait, les maires et leurs projets. Ce sera la saison 2, vous l'avez compris, puisque nous étions ici même aux Avirons, à la mairie des Avirons, en septembre 2021, où nous avons rencontré le maire, Éric Ferrer, qui avait été élu en 2020. Nous lui avons posé un certain nombre de questions concernant les projets qu'il pensait pouvoir concrétiser pendant sa mandature, c'est-à-dire jusqu'en 2026. Donc, comme promis, nous revenons maintenant en 2023, de la même façon que nous reviendrons faire un point en 2025, un an avant les prochaines municipales, pour voir l'état d'avancement des projets en question. Donc, comme promis, nous sommes de nouveau aujourd'hui aux Avirons. Suivez-moi pour la saison 2 et on va voir l'état d'avancement des projets promis par Éric Ferrer, votre maire. Bonjour Monsieur le maire des Avirons, Éric Ferrer. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule. J'avais deux petites questions d'actualité à vous poser concernant notamment la réforme des retraites. On ne vous a pas vu, on ne vous a pas entendu, ça veut dire que vous êtes pour, vous êtes contre? Alors, concernant la réforme de retraite, je ne pense pas qu'on puisse répondre pas pour ou contre. C'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de grave, hein, puisque ça impacte la vie de personnes âgées, ça impacte l'économie, ça impacte notre jeunesse et tout. De dire qu'on est pour, on est contre. Moi, j'observe, hein, je peux comprendre les gens qui descendent dans la rue, hein, je peux les comprendre. Moi-même, j'arrive aussi, d'ici quelques années, à l'âge de la retraite. Et je me pose la question de est-ce que c'est intéressant pour moi de travailler plus ou pas. Donc je m'interroge aussi là-dessus. Je rappelle quand même, une petite précision, que vous avez eu 59 ans le 29 janvier. Tout à fait. Donc c'est récent en tout cas. Et je me mets aussi à la place du gouvernement, hein, qui lui est aux responsabilités. Donc c'est facile quand on n'est pas aux responsabilités de dire Yaka, Faucon, on est pour, on est contre. Lui, il est aux responsabilités, il doit prendre des décisions. Il regarde devant, il y a un mur, il ne faut pas foncer dans le mur, comment faire? Mais 64 ans, ça vous va, l'âge de départ légal? Mais tout dépend. Pour moi, c'est ça, tout va dépendre. Parce qu'il y a des gens qui ont envie de travailler beaucoup plus que ça, pourquoi pas? Il y a des gens qui sont au bout du rouleau. Je pense qu'il y a des professions qui sont usantes. Donc, est-ce qu'on en tient suffisamment compte? Il y a un volet où j'entends pas parler du tout, c'est des personnes atteintes de maladies chroniques, des maladies lourdes, je dirais. On parle du diabète ou autre chose. Le travail, parfois, c'est une source de stress. Et ça contribue à accentuer cette maladie et à les faire mourir, je dirais. Et donc, on devrait tenir compte aussi, hein, de ces personnes dans ces situations-là. Donc ça veut dire que vous attendez, vous avez espoir que ce projet tel qu'il a été soit amendé totalement. Et il y a un autre aspect des choses qui me préoccupent beaucoup. Vous savez, pour caricaturer un petit peu, on parle de riches et de pauvres souvent dans la société. Il y en a qui sont riches, il y en a qui sont pauvres. Alors, vous mettez le curseur de riches et de pauvres, mais globalement, il est reconnu et scientifiquement prouvé que 25% des gens mis dans la catégorie des pauvres n'arrivent pas à l'âge de la retraite. Et c'est partout comme ça. Donc si on dit que c'est un système égalitaire où tout le monde partira à la retraite à 64 ans, il n'est pas à la base égalitaire, puisqu'on sait très bien que bon nombre de gens qui sont dans cette situation de précarité, de pauvreté, n'arriveront pas à l'âge de la retraite. Il faut arriver à mettre un coefficient qui corrige cette situation entre les pauvres et les riches pour permettre aussi aux pauvres de bénéficier pleinement de leur retraite. C'est ce côté-là qui rend inégal, je dirais, et injuste ce système. C'est comme l'école. L'école vous dit l'école est pour tout le monde pareil. On donne un devoir aux riches et aux pauvres, je peux dire ça comme ça. On note pareil, et voilà, donc à la fin. Sauf qu'on oublie qu'avant d'entrer même à l'école, le riche, il a déjà un capital culturel
qui est là. Et ce capital, c'est comme s'il avait, avant de rentrer, mettre son rendement, il avait 200 000 euros sur son compte. Ouais. Et le pauvre, il rentre avec simplement rien du tout. Et on lui dit, voilà, on va vous donner donc, au fur et à mesure le même taux d'intérêt. Hein, donc le même, on donne 5% pour les riches, 5%. C'est égal. J'ai très bien compris. Vous attendez que le texte soit amendé. Soit amendé, tout à fait. Une autre question d'actualité, parce qu'après on va rentrer dans les projets communaux. Concernant les sénatoriales, on va voter cette année. Bien sûr. Vous avez il y a un certain nombre de grands électeurs. Il y en a combien? De grands électeurs, ben chez nous, on est à 33 grands électeurs. Est-ce que vous avez déjà été contacté par des ténors locaux, justement, dans le cadre des négociations, discussions? Non. Non. Jusqu'à présent, non, on n'a pas été contacté. Le seul qui nous a abordé un petit peu le sujet, c'est le sénateur actuel qui nous a dit qu'il aimerait bien venir. Mais, vous voulez parler du sénateur Michel Dennemont? Michel Dennemont, voilà. Mais oui, il a dit qu'il aimerait. S'il y a une possibilité, il vient. S'il sent que ça ne marche pas, il ne vient pas. Ok. Donc là, on arrive maintenant au cœur de notre sujet, là, c'est les projets communaux. Vous nous avez dit dans la première émission que parmi les projets, il y avait celui de couvrir l'aire de fête, c'est ça, de Thévlave. Oui. Alors, on en est où? Hier, on a mis la charpente. D'accord. Le terrain, le chantier va se terminer d'ici le mois d'avril. Et donc, magnifique projet. Ça a été financé de manière très intéressante puisque l'État a lancé, dans le cadre du plan de relance, le programme REACT-EU avec l'Europe, qui finance à 90% ce type de projet. Donc la région est service instructeur, donc l'État a mis 90% et la commune 10%. Donc d'ici le mois de avril, mai, on aura 2023. 2023. Ouais. Vous avez parlé des stades également. Ensuite, je vous ai dit aussi, on veut mettre en place un nouveau gymnase, parce qu'on en a un, mais le milieu sportif et culturel bouge et il nous manquait des places. Donc ce gymnase est en construction. Je dirais que 2/3 du gymnase est réalisé. Lui aussi, dans les mois à venir, on va couper le ruban. Donc voilà, c'est déjà ces deux gros projets. Vous nous avez parlé beaucoup d'agriculture, de basculement de l'eau, de l'antenne 8, qui permettrait d'irriguer à peu près 150 hectares. Là, on en est où? Voilà, le chiffre de 150 hectares, c'est pas, je ne sais plus si j'avais dit ça, peut-être, oui, on a bien revu. Et le travail qui a été fait notamment par le conseil départemental évalue à plus de 300 hectares des terrains qui pourraient être irrigués. Donc l'idée, c'est de refouler l'eau en altitude à partir de l'eau agricole en provenance de la Saphir, qui est sur notre territoire, donc au chemin de ligne. Donc il y aurait une chaîne de refoulement pour arriver jusqu'au Thévlave. Il y en a pour à peu près 10 millions d'euros financés par l'Europe et tout. Et cette irrigation va permettre de développer l'agriculture. Donc 100 hectares actuellement sont en friche, c'est-à-dire que sans eau, il n'y a pas de développement possible. Et il y a un peu plus de 200 hectares où il y a une agriculture dessus, mais médiocre. Si simplement on pouvait prendre une référence culture, on met la canne, on dit alors si ces terrains, on mettait de la canne. Ça veut dire que 200 hectares, on aurait aujourd'hui un rendement de 50 tonnes hectares et on passerait avec l'irrigation à 100 tonnes. Et les 100 hectares, un rendement zéro, on passerait à 100. Donc vous voyez en termes de productivité ce qu'on peut gagner. Et on a eu bien raison de travailler sur ce projet parce qu'on dynamise l'agriculture et en attendant parce que moi ce que je crains c'est qu'il n'y ait plus d'agriculteurs à un moment donné. Donc la municipalité, on a mis en place dès notre arrivée le marché forain place de la mairie qui fonctionne très bien. L'idée c'est d'inciter les agriculteurs à rester à la terre, à continuer à tenir parce qu'il va y avoir quand même plus de 300 hectares qui vont leur être offerts. Ce sera des jeunes, des installations avec une productivité donc très intéressante. Les avirons, ça va devenir une commune, vraiment un grenier pour l'agriculture demain. Il y aura peut-être l'ouverture d'un espace pour vendre des légumes en centre-ville? Ben là, il y a déjà, je vous dis, il y a le marché forain. Il y a le marché forain tous les samedis, donc même si... Moi, je vais parler d'un commerce, par exemple. Il y en a déjà quelques-uns. Ce marché forain se déplace une fois tous les mois au Thévlave et il y a du monde en quantité avec de l'animation. On a plein de projets à caractère touristique, notamment des hôtels. L'idée, c'est que dès que ces hôtels sont en place, de contractualiser avec ces agriculteurs pour pouvoir écouler leur production, les salades du Thévlave et tout. L'idée, c'est d'étendre, bien entendu, vers ce qu'on appelle le cycle court.
D'accord. Alors, l'exercice, c'est facile puisque je vous remémore un petit peu les projets. Oui, effectivement. Après, il était question de quartier de Font-Maurice. Maurice, oui. C'est ça. Enfin, il y avait un projet d'aire de sport, de déchetterie, voilà, tout à fait. de développement de pas mal d'équipements. Alors, sur Font-Maurice, on a effectivement... on envisage, hein, et là, on est en attente de la révision du PLU. On est au stade, on est en train de réviser le PLU. Un terrain de presque 1 hectare a été repéré et mis en réserve. Un pour accueillir sur la moitié donc une déchetterie. Donc il est bien situé ce terrain puisque donc tous les gens qui convergent vers le sud passent par là et donc la déchetterie est là. Et l'autre moitié destinée à accueillir des équipements sportifs, culturels, ça peut être une maison de quartier. On n'en a pas encore défini tant que le PLU n'est pas révisé, on n'a pas encore défini. Ce projet se fera en concertation avec la population. Concrètement, il n'y a rien qui n'est sorti de terre encore. Sur Font-Maurice, la seule chose qui est sortie de terre à Font-Maurice, c'est l'endiguement de la ravine Renonne qui posait un sérieux problème. C'est la jonction entre les Avirons et l'étang Salé. Et donc cette ravine Renonne-là, elle déborde à chaque fois quand il y a des pluies abondantes. Ça a inondé des habitations, il n'y avait pas de trottoir, le chemin était vraiment étroit. On a mis 2 millions d'euros d'investissement là-dessus, on a bénéficié là aussi donc, du REACTE. Et là aujourd'hui tout ça c'est fait. Hein. Donc c'est avant 2025, ce sera concrétisé on va revenir, moi si le PLU est révisé, là on est dans cette phase, on en a encore pour quelques mois hein, de révision du PLU. Si notre PLU est validé, si ça passe au contrôle de la légalité, l'investissement de toute façon concernant la déchetterie, c'est de la compétence de l'intercommunalité, de la CIVIS. Les plans sont faits, hein, tous les plans sont faits, les choix sont faits. On attend juste pour pouvoir déposer le permis de construire. Donc c'est une question de mois, c'est le PLU. Et le plateau sportif, ça va être un équipement que la municipalité va investir dedans. Donc ça sera une réunion avec des gens pour pouvoir, enfin le quartier pour pouvoir décider de ce qu'on fait là. On parlait de l'agriculture, du marché forain. Vous avez évoqué un projet d'une surface commerciale sur 5000 m², mais avec des privés. Oui, ça c'est à l'entrée donc des Avirons, donc à côté du rond-point des Carmels. Ça appartient à un privé. Vous savez, il y a eu la crise aussi actuellement. Il y a eu un enchérissement un petit peu des prix, des surcoûts, et je pense que ça a dû impacter un peu le projet. Donc le promoteur est venu me voir et il m'a dit qu'il va retravailler sur un autre projet beaucoup plus adapté à ce point-là. Et donc là on est en attente, hein. Donc pour l'instant c'est au stand-by, on attend que le projet soit de nouveau déposé en mairie. Il était question de logements sociaux également. Vous avez parlé d'un îlot de 25-30 logements. Beaucoup plus que ça. Beaucoup plus. Beaucoup plus que ça. En fin de compte, on est soumise aux contraintes de la loi SRU, qui impose aux collectivités, aux mairies de faire des logements sociaux. On est à 12% et il faut qu'on arrive à 25%. En gros, il faut que je construise entre 400 et 500 logements d'ici 2025. L'État nous donne un peu plus, une marge un peu plus importante. Donc j'ai profité de la révision de ce PLU-là pour positionner ces logements sociaux parce qu'on paye une pénalité aujourd'hui de 90 000 € et on est menacé de passer à 5 fois plus de pénalité. Donc pour moi, ce n'est pas intéressant non seulement de payer pénalité, mais ça répond à un besoin aussi des habitants d'avoir des logements. Donc dans le cadre de ce plan local de l'urbanisme, on a mis en réserve un certain nombre de terrains pour pouvoir accueillir au moins entre 400 et 500 logements sociaux. D'ici à 2026 à 2026. Ah oui, une partie, et les permis sont déposés déjà, parce que les terrains étaient déjà constructibles. On a mobilisé des terrains qui étaient déjà constructibles où il n'y avait rien, et on a dit au propriétaire, écoutez, il faut faire quelque chose, parce qu'on peut pas, on a besoin. Donc il y a eu des accords entre promoteurs, bailleurs sociaux et propriétaires, pour que des opérations de logements sociaux, il va y avoir au moins 4 opérations de logements sociaux qui vont démarrer. Donc l'idée c'est de tendre vers ces 500 logements-là et le PLU va compléter ce qui manque parce qu'on aurait à peu près 250, dans le cadre du plan local de l'urbanisme quand il sera validé.
De logement? De logement, oui. Des gens qui veulent. Des gens qui veulent, oui, facilement de 200, 250 demandes, quoi. Mais des fois, au niveau de la commission d'attribution de logement... commission départementale, voilà, gérée par l'État, tout ça. Tout à fait. Est-ce que depuis votre arrivée 2021, vous avez coupé un ruban pour livrer des logements sociaux? Oui, sur le Tevlav, donc la résidence Charles-Émilien Gondin, une trentaine de logements sociaux, c'est tout. Ce projet n'est pas de moi, ce projet est de mon prédécesseur. Voilà. Dans le cadre toujours de l'aménagement du territoire, vous prévoyez des structures pour l'accueil des personnes âgées? Oui, alors dans le cadre de cette loi SRU, donc, on doit faire des logements sociaux. Il faut savoir que les résidences pour personnes âgées, une résidence pour personnes âgées est considérée comme un logement social. Et on a une forte demande. Vous savez, la population réunionnaise, depuis 1950 aujourd'hui, a acquis facilement 30 ans d'espérance de vie. Donc la population est vieillie. Et donc on se doit aujourd'hui d'anticiper, de préparer des conditions de logement à ces gens-là. Ça comporte, tant qu'on peut maintenir les gens à domicile, c'est bon. Ensuite, il y a les résidences pour personnes âgées. Donc on va en inaugurer une cette année, hein, ici. C'est les deux, d'accord, puisque la commune a cautionné le prêt. On prévoit une aussi chemin bateau, une résidence personnes âgées. L'idée, c'est de concentrer ces terrains qu'on a au centre-ville pour les résidences personnes âgées parce qu'on est près des éléments structurants, l'église, la pharmacie, le médecin, la gare routière, tout ça. Hein, et de réserver d'autres terrains pour les logements sociaux en moyenne altitude, parce que les Avirons, c'est une petite commune, c'est la deuxième plus petite commune de l'île, et donc le prix du mètre carré, quand c'est déclassé, ça coûte très cher. Et si on s'amuse à faire des logements sociaux au centre-ville, avec des coûts de 400 euros le mètre carré, forcément, ça va se traduire dans le bilan en termes de baisse de la qualité du logement. D'ailleurs, on a deux opérations qui ont été faites juste un peu avant. Il y a autour de 10-15 ans, c'est déjà devenu des logements insalubres. Donc, on voit bien que le prix du foncier a impacté. Et donc, on essaye de faire ça en bas de Tevla, moyenne. Donc, les logements sont plutôt à cet endroit-là. Et donc, la résidence des personnes âgées, c'est une réalité. Combien de places là, déjà cette année? Cette année, il va y avoir à peu près une quarantaine d'appartements. On en prévoit une avec 50 aussi, peut-être une troisième, voire même une quatrième. Donc l'idée, c'est d'accueillir ces personnes âgées, qu'ils soient des Avirons ou d'ailleurs, parce que derrière ça, il y a des services, et qui dit services, des activités, donc des emplois pour nos Avironnaises et Avironnais. Alors, toujours dans le cadre de l'attractivité économique, il était question, attractivité économique, touristique, tout ça, il était question aussi d'un hôtel, ou des hôtels, je ne me rappelle plus trop, de 4-5 étoiles, assez haut standing. Le projet de mandature porte sur ce qu'on appelle une mixité fonctionnelle du territoire. Jusqu'à présent, on raisonnait l'aménagement du territoire uniquement en termes de logement. Et la dignité des gens ne se gagne pas seulement par un logement, mais aussi par un travail. On voit bien que tout le monde converge à la mairie pour chercher du travail, ça fait exploser le budget de fonctionnement au détriment de l'investissement. Ce que j'ai, avec mon équipe, ce qu'on a insufflé, c'est miser sur ce qu'on appelle le concept d'intelligence territoriale, c'est-à-dire le faire-faire. La commune agit comme un catalyseur d'une dynamique économique sur place. Donc on a dit que le plus des Avirons n'a pas vocation uniquement que d'accueillir des logements seulement, mais aussi des entreprises caractère économique. Et on a ouvert le plus dans ce sens-là. Et à l'heure où je vous parle, beaucoup de promoteurs sont venus pour dire qu'ils ont besoin de terrain pour faire leur projet. C'est des gens qui veulent installer leur entreprise ici, c'est des hôteliers. Donc on a 4 hôtels qui vont sortir de terre. Donc l'OBH des Fougères, on va le ressusciter, d'accord? Le permis de construire est déposé. Il y a une vingtaine d'emplois prévus. Il va y avoir une petite résidence hôtelière d'une vingtaine de chambres sur le Brûlé. Le permis de construire va être déposé. Et 2 grands projets, un projet d'hôtel de 5 étoiles et un projet de 4 étoiles. La totalité de ces hôtels comptabilise à peu près 300 emplois. Donc c'est quand même pas rien. Ce qui t'intéresse le maire, c'est pas ce que l'hôtelier va gagner comme argent, mais c'est surtout sur les indicateurs socio-économiques que cet hôtel va
ramener donc des emplois et surtout une contractualisation avec le territoire, notamment les agriculteurs, pour qu'il y ait une livraison de ces produits directement au territoire pour rester dans le cadre de ce cycle court. D'accord. Un projet qui vous tenait à cœur également, c'était, vous avez parlé de l'aménagement complet de la porte d'entrée du Tevlav. Oui, alors le Tevlav est une porte d'entrée du parc, d'accord, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. J'en suis moi-même le président et fier d'être le président de ce parc. Donc il y a eu des aménagements qui ont été faits depuis que je suis allé à de pique-nique. Donc ça a été commencé bien sûr du temps de mon prédécesseur René Mondon, que j'ai terminé et ça a été inauguré. Donc c'est l'aire de pique-nique aujourd'hui très bien dotée, il y a un restaurant, donc il y a des kiosques qui ont été refaits et tout. Et cette aire de l'aire de pique-nique du Tevlav est la fin ou le départ d'un long sentier qui est en train de se préparer aujourd'hui, qu'on appelle le sentier Faham, et qui va relier par les Hauts toutes les communes du sud, depuis Saint-Philippe jusqu'au Tevlav, en passant par les Hauts. Et donc ça, on espère, ça fait quand même 200 km, donc ça, on espère pouvoir drainer des gens pour nos activités économiques et touristiques. Et on attendait aussi que soit ouverte la route forestière qui relie le Maïdo. La région fait les travaux nécessaires, c'est quasiment en phase finale et donc on peut s'attendre d'ici quelques mois à ce que cette route puisse s'ouvrir et donc amener encore davantage de touristes pour que l'hôtel de Fougères soit plein, pour que les activités restauration, depuis que je suis là, il y a 4 restaurants qui se sont implantés déjà au Tevlav. Donc les choses avancent, l'attractivité économique, la mixité fonctionnelle de notre territoire est une réalité aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans cette porte d'entrée du parc au Tevlav, avec le département, je me suis battu pour que la maison de la biodiversité soit située au Tevlav. Oui, parce que vous nous avez parlé, je me rappelle, de 6000 plantes qui seront plantées. Voilà, 6000 plantes endémiques et indigènes qui fait partie de notre projet de mandature. C'est-à-dire ce projet-là s'appelle le projet TKD. TKD en souvenir à Thérésien Cadet, qui tout le monde connaît, donc un enfant du Tevlav, donc ce scientifique au pied nu, un enfant du Tevlav. D'ailleurs, pour marquer son appartenance à notre territoire, on a récemment inauguré sa statue en plein village du Tevlav. Et puis la maison de la biodiversité, c'est un projet qui sera porté par le département, l'acquisition de 5 hectares de terrain avec 1 hectare en zone constructible pour porter ce projet de maison de la biodiversité qui sera un lieu unique de sensibilisation, de formation de nos jeunes, de rencontres et de recherche de la part des étudiants chercheurs, puisque on projette d'avoir dans cette maison de la biodiversité tous les travaux de recherche de Thérésien Cadet et donc et de perpétuer cette dynamique et cette prise de conscience qu'a suscité Thérésien Cadet. C'est lui qui a fait prendre conscience aux Réunionnaises et aux Réunionnais de l'enjeu lié à cette biodiversité et des dégâts qu'on est en train de faire sur la perte de cette biodiversité. Il a dit une chose qui fait partie d'ailleurs sur un écriteau juste en dessous de sa statue, que la disparition d'une espèce vivante est une insulte à la création, c'est une plaie que l'on inflige à la nature qui devient inguérissable. Et donc c'est puissant, hein, cette pensée elle est puissante, et donc j'ai réussi à convaincre le président du département que son projet d'1 million d'arbres qui était connecté aux différents projets de chaque commune, nous c'est 6000 arbres sur la mandature, devait avoir un cœur qui bat là-dedans pour pouvoir le pérenniser au-delà de cette mandature et au-delà de nos vies, c'est-à-dire la maison de la biodiversité. Alors, très rapidement, j'ai bien compris, le centre technique, c'en est où? Il devait être terminé début 2022. Oui, c'est ça. Alors, nous sommes en 2023. Voilà. Donc le centre technique, ici on l'appelait ça le garage, c'est sur la route là. Il était important pour nous de concrétiser ce projet parce que ce garage-là, ça date de plus de 30-40 ans. Et le problème, c'est que le personnel technique, au moment du repas, au moment de la pause, ben, ils viennent là, c'est le lieu de rassemblement. Et les gens, quand ils passaient, ils voyaient le personnel assis en train de
prendre un café ou bien se reposer un petit instant. Pour eux, ces gens ne travaillaient pas. Et c'était cette image-là qui pesait sur la vie de nos agents. Donc il était important de leur redonner leur dignité. Et cette dignité passait par un logement, un local aux normes. Donc ce centre technique a été livré début de l'année dernière, enfin premier semestre de l'année dernière, ça a été inauguré. Ils sont actuellement là-dedans et ils nous disent que c'est un hôtel aujourd'hui par rapport à ce qu'ils avaient connu. Donc ça se traduit derrière par une meilleure dynamique au travail de nos agents. Et parce que là, aujourd'hui, ils ont cette fierté voilà, d'être là et dans des locaux vraiment qu'il faudra bien sûr visiter. La maison France Service, c'était toujours au Tevlav? La maison France Service, effectivement, c'était un projet, donc avec l'État et tout. Ça fonctionne depuis déjà plus d'1 an. D'accord. Alors, le désenclavement, d'ici 1 an, vous nous aviez dit que dans le quartier de Brûlé, vous avez parlé de projet d'aménagement également, c'était, comment vous appelez ça, le quartier PAC, ou chemin Mécène, pas mal de projets à ce niveau-là. Alors, le désenclavement, effectivement, c'est une priorité. Après, il faut prioriser parmi les priorités, donc l'urgence. Il y a 2 chemins qui nous tenaient à cœur. C'était le quartier, le Ruelle Carméry à Brûlé. Ce projet a été lancé dès le départ. Il aurait dû commencer depuis l'année dernière. Tous les propriétaires étaient d'accord de donner leur parcelle. Sauf qu'on est tombé sur une parcelle au milieu où on trouvait pas il n'y avait pas de propriétaire. Et à partir de là, il faut exproprier, il faut faire une expropriation. On ne peut pas. Il faut exproprier. Et ça demande bien sûr tout un travail derrière, toute une procédure qu'on n'a pas le droit de louper, sinon ça rend caduc le projet. Et ça nous a fait perdre 1 an. Là, l'enquête publique est finie, on attend le rapport de la commissaire enquêtrice, les finances sont là, et dès qu'on a tout ça, on va enclencher le chantier. J'espère qu'il sera fini bien avant fin de l'année. Quartier PAC, oui, donc là, il y a des logements sociaux qui sont prévus. On attendait pour pouvoir faire un projet de désenclavement du quartier. Mais comme il va prendre beaucoup de temps, l'idée pour nous, c'est au moins le chemin qui existe actuel, le rendre un peu plus praticable. Voilà, donc ça, tout ça, c'est en cours, et c'est budgétisé. On va en discuter lors des orientations budgétaires sur les chemins que vous avez dit. Oui, pareil, on a lancé une étude parce que les terrains ne nous appartiennent pas. Et donc, on a dit aux propriétaires, notamment ceux qui veulent que ce chemin se fasse, il faut qu'ils sacrifient une partie de leur terrain, que la commune achète. On a envoyé un courrier, s'ils sont prêts à nous vendre, et on lance l'étude et après on fait les travaux. Donc il faut absolument, on ne peut pas demander un chemin pour se désenclaver pour soi chez le voisin uniquement. D'accord. Vous nous avez parlé d'un 2e gymnase, mais je crois que vous avez abordé le sujet tout à l'heure, au tout début. Et puis il y avait, c'était le dernier projet, c'était le nouveau collège. Alors le nouveau collège. Avec le département, je suppose, évidemment. Totalement. Donc on a réussi donc à convaincre le président du département à créer ce nouveau collège, parce que le collège actuel n'a plus, c'est complètement hors norme, je dirais. Il ne peut pas accueillir de public à mobilité réduite. C'est devenu comme une case créole où à chaque fois quand il y a un enfant qui naît, on associe une pièce en plus. Je l'ai emmené sur place, il a été convaincu. Politiquement, ça a été validé, on a délibéré là-dessus. Le terrain est visé, il s'agit donc du terrain de l'ex-ferme Cabel au Tevla, sur les Avirons, donc un peu plus haut. Ce matin même, ça a été la pose de la première pierre administrative, je dis bien. Donc les services du département étaient là pour se concerter avec nous sur les étapes à prendre. Encore une fois, ce projet va dépendre aussi du plan local de l'urbanisme. Donc on risque de, comme ça prend trop de temps le PLU pour le valider, il y a trop d'étapes, on risque en train de réfléchir sur un projet de révision partielle du PLU, donc une révision simplifiée pour uniquement déclasser cette zone dans un premier temps et pouvoir faire le collège, pouvoir amorcer tous les projets dans, disons qu'il faudra quand même compter 4 ans pour que ce collège. Mais la réunion a eu lieu ce matin. C'est quelque chose qui est sur de bons rails, sauf qu'on attend que le terrain soit déclassé. Alors, outre tout ce qu'on vient de voir, c'était le point par rapport à ce que vous nous avez dit en 2021. Donc, il y a des projets qui sont sortis de terre, il y en a d'autres qui sont en attente, notamment par rapport aux problèmes fonciers, problèmes procéduriers. Est-ce que d'ici à 2025, quand on va revenir, vous allez lancer d'autres projets? Oui, je pense qu'il y aura d'autres.
qu'on parle un peu moins aujourd'hui. Moi, je ne lâche pas l'idée d'un projet qui me tenait beaucoup à cœur, c'est le musée de l'école. Je comptais le faire sur le Tevlav, on n'a pas trouvé le foncier. Là, on est en voie d'acquisition. Si ça se fait, on peut réfléchir là-dessus. L'idée, c'est quoi? C'est que quand je parle du musée de l'école, c'est l'école à l'échelle de l'océan Indien. L'histoire de l'école. L'école nous enseigne notre histoire et on ne connaît pas l'histoire de l'école. Donc l'idée, c'est ça. Je travaille beaucoup avec notamment Raoul Lucas, donc l'historien, sociologue, qui d'ailleurs a travaillé sur justement l'école. Et pourquoi le Tevlav? C'est parce que le Tevlav a été un haut lieu peut-être du marronnage, mais aussi de diffusion de pédagogie avec de grands maîtres. On peut citer par exemple Francis Rivière, qui était un ancien Naguet 14-18, qui était instituteur, directeur d'école normale et qui a vécu au Tevlav. On peut penser aussi à Paul Hermann, historien géographe et apiculteur. C'est lui qui a propagé l'élevage d'abeilles. On peut parler aussi de Marcel Le Guen, qui a été donc celui qui a introduit la méthode freinée ici. En gros, prendre aussi l'environnement régional pour enseigner plutôt que de se baser sur tout ce qui vient de la métropole. On peut parler d'Olivier Payette. Donc aussi, vous voyez, à ce niveau-là, beaucoup d'instituteurs et institutrices, quand ils étaient jeunes, ils venaient là, donc autour de ces grands maîtres à penser là, pour partir avec des savoir-faire nécessaires en termes de pédagogie. Et donc l'idée c'est ça. Je souhaite en parler au président du département. Voilà, est-ce que c'est le département, c'est la commune, est-ce que ça peut être la région, j'en sais rien. Donc il peut y avoir ce projet-là. Après il y a aussi l'EHPAD, donc je me bats beaucoup pour ça. Et le terrain est repéré. Le président m'a donné son accord pour que cette année, mais il n'est pas le seul à décider, il y a l'État à travers la ARS aussi qui doit décider. On estime qu'un EHPAD aux Avirons est plus que nécessaire parce qu'entre Saint-Pierre et Saint-Paul, il y a un vide là-dedans. Et quand on place une personne âgée dans un EHPAD, si on ne tient pas compte de l'aspect humain, ça devient un mouroir. Et quand on met quelqu'un très loin de son domicile ou de son endroit, il reçoit la visite de la famille une fois, peut-être tous les 15 jours. Les petits-enfants, ils n'aiment pas trop aller là-dedans. Et qu'est-ce qui peut apporter du bonheur à ces gens-là? C'est très peu de choses contribuent au bonheur de ces gens. C'est revoir la famille, voir les petits-enfants. Et quand on est dans ce genre d'EHPAD très loin, on regarde à gauche, il y a plus malade que nous, à droite, plus vieux. Et ça va nous arriver aussi si on n'en s'occupe pas dès maintenant. Donc le terrain est trouvé, le département est plutôt favorable. Reste à convaincre maintenant l'État que ce projet se fasse ici, aux Avirons. Il est prévu aussi une crèche d'une 50aine de places sur la Ravine Sèche, toujours en attente de validation du PLU. J'en oublie très certainement. C'est déjà pas mal. Donc j'ai bien noté, en plus des projets sur lesquels on a parlé, qui date de 2020, depuis que vous êtes arrivé. Je retiens le musée des écoles, je retiens l'EHPAD et je retiens la crèche. On aura l'occasion, monsieur le maire, de refaire un point, parce que là, ça peut être considéré comme un bilan à mi-mandat. 2020, votre élection, 2026, le renouvellement. Et c'est un bilan à mi-mandat aujourd'hui. On revient faire un point avec vous en 2025, ici même. Et je rappelle que vous êtes maire des Avirons, vice-président du département et président du parc national. Merci de nous avoir reçus, monsieur le maire. Et on se retrouve quant à nous la semaine prochaine dans une autre commune. Merci à vous.